Bonsoir à tous. Alors définitivement ce soir, on va terminer de rentrer dans une nouvelle ère puisque je vais vous parler de la blockchain. Alors la blockchain, vous en avez peut-être entendu parler si je vous cite par exemple Bitcoin. Alors Bitcoin, on ne sait pas bien ce que c'est une blockchain, une crypto-monnaie, enfin bref. Peut-être que certains d'entre vous en ont encore plus entendu parler avec Facebook quand Le Monde a sorti une alerte il y a quelques mois en annonçant que Facebook lançait sa crypto-monnaie Libra. Alors derrière tout ça, on va revenir à des choses très basiques, d'accord ? La blockchain, avant tout, c'est une technologie. Une technologie qui permet de transmettre et de stocker des informations de manière sécurisée, transparente et sans organe de contrôle. Retenez surtout ça, sans organe de contrôle. Alors on peut utiliser la blockchain de manière très simple, d'abord pour tracer. Quand je parle de tracer, je parle de traçabilité. Prenez les scandales sanitaires qui existent, les laits infantiles avec de la salmonelle, ou encore des problématiques de contrefaçon. On pourra utiliser cette technologie blockchain avec un registre public distribué pour vérifier la bonne application de diverses techniques dans une chaîne de production. Un deuxième usage de la blockchain concerne l'utilisation des smart contracts. Le smart contract, ça veut dire contrat intelligent. On pourrait donc mettre en place une technologie blockchain pour que des contrats s'exécutent de manière spontanée une fois que les divers éléments se rencontrent. Mais ce qui nous intéresse véritablement ce soir, c'est ce que l'on appelle le digital cash, la crypto-monnaie. Alors, la crypto-monnaie, ce n'est ni plus ni moins qu'une application possible de la blockchain. Il ne faut pas confondre en permanence blockchain et crypto-monnaie. La blockchain existe seule, bel et bien, sans l'utilisation d'une crypto-monnaie. Alors, pour faire simple, une crypto-monnaie, on va retourner en arrière avec les monnaies locales. Je vais prendre un exemple. Dans la région annécienne, en Haute-Savoie, on a la gentiane. Contre quelques euros, on peut avoir dans sa poche de la gentiane et on peut aller acheter dans des commerces qui sont validés son café, prendre un journal, etc., etc. Eh bien, les crypto-monnaies, c'est la même chose, sauf que, vous vous en doutez, on ne se limite pas au bassin annécien, mais on se connecte dans le monde entier. Et c'est peut-être ça qui effraie aujourd'hui le gouvernement, les institutions bancaires, c'est cette connexion au monde. On en a parlé, ça a été l'objet de toute la soirée, l'internationalité, l'internationalisation, la globalisation. Eh bien, c'est ça, l'usage des crypto-monnaies, une des monnaies les plus connues étant forcément le Bitcoin, puisque c'est la naissance même de la blockchain. Et on passe, si vous voulez, d'un système institutionnel bien précis avec des États. Je vous signale que les États sont là normalement pour battre monnaie, un système bancaire traditionnel, les banques centrales, avec notamment nous en Europe, la Banque centrale européenne pour la zone euro, un nouveau monde, un monde des GAFA qu'on a déjà évoqué. Et c'est là que les choses vont commencer un petit peu à être plus complexes. Tant qu'on reste avec la gentiane à Annecy, globalement les choses se passent bien. Si demain, Facebook lance sa monnaie, on pourra donc faire des transactions directement depuis son smartphone en utilisant Libra, la crypto-monnaie de Facebook. On pourra également l'utiliser via Instagram, on pourra aussi l'utiliser via WhatsApp. On peut également songer à Amazon. Si Amazon lance sa crypto-monnaie, je pourrais directement et très facilement, dans ces cas-là, dépenser mon digital cash sur Amazon. Vous vous doutez bien que quand on se limite à Annecy et à la gentiane, l'impact économique est très limité. Quand par contre on parle de Facebook, on parle de Telegram, on parle d'Amazon, là les choses deviennent plus graves. Alors on y voit certains avantages. On peut voir notamment un avantage, on va plus vite, c'est plus rapide, il y a moins de frais. Vous avez tous essayé de transférer de l'argent à l'étranger. Je ne vous parle même pas en euros, je parle dans une autre monnaie. Si vous souhaitez, par exemple, envoyer de l'argent à l'île Maurice, je vous prie de croire que les choses sont assez complexes. Il faut passer par votre banque, qui va émettre un virement, ça va ensuite être vérifié, il va y avoir l'application d'un taux de change, etc., etc., etc. Ça va prendre plusieurs jours. Là, en quelques secondes,
je peux transférer de l'argent de manière immédiate, sécurisée, transparente, cryptée et fiable, avec un registre qui va stocker cette information. Ça, ce sont les avantages. Il y a bien évidemment des inconvénients. L'inconvénient majeur, en tout cas pour les gouvernements, c'est le problème de la fiscalité. Si j'achète, si je transfère, quid de la fiscalité? Quid de la TVA? Quid des impôts? Comment ça se passe? Qui va récupérer les taxes? Comment je vais pouvoir m'assurer que les personnes vont véritablement les payer? Et en quelle monnaie? Est-ce que je vais faire une opération de conversion? Est-ce que je vais devoir mettre ensuite l'argent que j'ai récupéré en dollars? Quid de la plus-value? Toutes ces questions-là intéressent bien évidemment les gouvernements. Et puis, on songe assez vite au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, aux personnes qu'il y a derrière ces crypto-monnaies. On a souvent évoqué les crypto-monnaies et le darknet. C'est une réalité. Le nier serait passer à côté d'une partie du système et d'une partie, aujourd'hui, des enjeux qui concernent la blockchain et les crypto-monnaies. Alors, les États ne sont pas restés indifférents. Et la France, il faut bien l'avouer, s'est bien positionnée sur le sujet. Depuis l'avènement de la loi Pacte, nous avons pu mettre en place au sein du système français des mécanismes juridiques qui permettent, en tout cas, de se poser les bonnes questions. Il est trop tôt pour avoir aujourd'hui les résultats, mais je vais vous donner 2 exemples précis que la loi Pacte encadre désormais. Premièrement, les levées de fonds en crypto-monnaie. Imaginez pour un porteur de projet le renouveau du crowdfunding. Avant, quand on souhaitait récolter de l'argent, on faisait appel à des business angels, on mettait en place tout un mécanisme, mais on ne touchait pas le monde entier. On touchait déjà sa famille, ses amis, peut-être certains partenaires dans l'État français, mais on ne pouvait pas aller dans le monde entier. Grâce aux crypto-monnaies, il est très facile aujourd'hui de créer un site internet, de lancer une opération de financement, ce que l'on appelle les ICO, et d'avoir des investisseurs de tous bords débarquer en mettant en place, via quelques transferts d'argent, ce qu'on appelle via des wallets, on peut récupérer beaucoup d'argent. La France a décidé que pour mettre en place une opération pareille, il fallait se soumettre à un cahier des charges bien précis, et l'AMF, l'autorité des marchés financiers, veille à ce que les gens qui soient sains et cohérents, conscients des enjeux, puissent véritablement obtenir un visa, un label optionnel. Alors vous allez me dire, c'est optionnel. C'est comme ça. En tout cas, si on n'obtient pas ce visa, il se peut que l'on soit blacklisté par le régulateur français. Et puis, vous vous en doutez, l'univers de la blockchain, des crypto-monnaies, tout autour de ça, il y a ce que l'on appelle un écosystème et des service providers, des prestataires de services qui débarquent de tous les horizons et qui nous promettent de pouvoir conserver nos petits portefeuilles de crypto-monnaies, qui nous promettent également de pouvoir convertir nos bitcoins en euros, en dollars, etc. Toutes ces entreprises-là, si elles souhaitent exercer sur le sol français, elles vont devoir être à minima enregistrées auprès de notre régulateur, voire même obtenir un agrément. Donc vous voyez que l'État français a souhaité non pas sanctionner et interdire l'usage de la blockchain et des crypto-monnaies, mais a quand même voulu imposer un cadre législatif. Sauf que, je vous l'ai dit en introduction, nous parlons véritablement d'un système sans organe de contrôle. Alors, la France s'est positionnée. En Europe, nous avons également la République de Malte, qui se revendique être la blockchain island. Et puis, si on dépasse les frontières de l'UE, on va aller en Suisse, où effectivement nous avons également une législation qui semble plus ou moins adaptée. Et puis encore plus loin, nous avons à Singapour, et puis nous avons aussi les États-Unis qui se posent des questions. Sauf que, croyez-moi, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, on ne peut pas avoir une solution franco-française, on ne peut pas avoir une solution franco-maltaise, on ne peut pas avoir une solution franco-singapourienne. Tout cela n'a pas de sens puisque la technologie dépasse véritablement les frontières. Il faut donc que les gouvernements, que les grands organes institutionnels se rencontrent, animent des réunions, trouvent des solutions. Mais tout ça, ça prend du temps. Et j'ai envie de vous dire, nous avons parlé ce soir de technologie, de personnes, où tout va vite.
tout se passe vite, où on veut toujours aller plus loin, faire mieux, faire plus vite. Il faut dépenser le moins d'argent possible avec le plus de rapidité, d'efficacité. Eh bien, pour trouver une solution à la réglementation, pour pouvoir véritablement trouver un consensus qui soit tout à la fois économique, monétaire, financier, mais aussi sociétal, il va falloir du temps. Et ce n'est pas dans l'air du temps de dire qu'il faut du temps, mais je vous le dis, pour des sujets aussi éloquents, grands et inventifs de tout ce qui a été débattu ce soir, il va nous falloir encore un petit peu de temps.